Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Le petit Samuel a une atrophie optique avec un syndrome plus, une mutation du gène OPA1. Julie a une tétrasomie X, au lieu d'avoir 2 chromosomes X, elle en a 4, un accident génétique. Michael a une homocystinurie. Ce sont toutes des maladies rares, très différentes les unes des autres, mais les personnes qui en souffrent partagent plusieurs points communs. Elles vivent souvent une errance diagnostique, un isolement psychosocial, une charge financière importante, des complications avec les assurances sociales, des difficultés pour faire reconnaître les traitements aux médicaments. Les maladies rares touchent environ 30 millions de personnes en Europe, soit 20 000 à l'échelle du Valais, auxquelles il faut ajouter les familles et les proches qui luttent à leur côté. La vie des personnes touchées est souvent un véritable parcours du combattant et des associations se battent pour elles, pour qu'elles soient reconnues par les institutions et qu'elles aient le même accès aux soins. Samuel a 4 ans et demi. Jusqu'à l'âge de 2 ans, il se développe normalement. Mais au début de l'année 2013, tout bascule pour lui et sa famille. En début d'année 2013, là, il y a eu vraiment un gros clash. Il a fait 3 jours de fièvre et puis il a les yeux qui ont commencé à aller dans tous les sens. Alors là, on a couru chez la pédiatre. La pédiatre nous a envoyé en urgence à l'hôpital de Sion et il suspectait en fait une tumeur au cerveau. Puis après, une multitude de tests, pas de tumeur au cerveau. On était soulagés, mais qu'est-ce qu'il a, Samuel ? Et puis là, c'est parti, le truc infernal. De jour en jour, il perdait de la vue, il perdait de l'équilibre. On ne s'est pas tout de suite rendu compte qu'il perdait de l'audition. D'abord, on a pensé peut-être qu'il avait des troubles autistiques, parce qu'on voyait que des fois, il n'était pas du tout présent. Et puis en fait, après plusieurs mois de tests au CHUV, ils nous ont dit mais votre enfant, il n'a pas les troubles autistiques, votre enfant est sourd. Alors là, c'était le gros choc. Et puis voilà, donc là, c'était vraiment toute l'année 2013, ça a été une année vraiment très difficile. Parce que c'est horrible, Samuel, il allait super bien, nous on était fiers. Samuel, il avait un développement, il était même en avance, c'était un truc génial. C'est notre premier enfant. Et puis de le voir petit à petit s'effondrer comme ça, c'était dur. Écoute, regarde, c'est celui-là. Samuel est aujourd'hui suivi par plusieurs thérapeutes. Ici, avec une logopédiste, il tente de reconnaître différents bruits. L'objectif est de pouvoir s'approprier l'environnement sonore qui l'entoure. Il souffre d'une maladie génétique rare. Au moment de la conception, une mutation génétique se produit, un phénomène fréquent responsable de l'évolution de l'espèce et en général sans répercussion sur la santé. Mais la mutation du gène OPA1 chez Samuel provoque une atrophie optique dominante avec un syndrome plus. Il perd progressivement la vue, l'audition, l'équilibre. On voyait que Samuel se dégradait un peu de jour en jour, mais personne n'était capable de nous dire ce qui se passait. Et puis on se demandait vraiment si un jour ils allaient être capables de poser un diagnostic. Mais ça a été difficile. Moi, je n'ai encore pas accepté. Moi, ça fait 1 année et demie, 2 ans que je vois Sam malade, je suis encore dans la révolte. Je veux dire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et quand je m'arrête 5 minutes, c'est insupportable la situation. Donc voilà, moi j'en suis là. J'en suis pas encore à dire que la maladie de mon fils, c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a fait changer ma vie et puis que je le ressens quelque chose de positif. Moi, pour l'instant, la maladie de Samuel, pour moi, c'est un cauchemar et puis je le souhaite à personne. Mais voilà, je sais que petit à petit, je dois passer des paliers, j'en ai déjà passé. Mais voilà, je n'ai pas passé 5 ou 6 paliers. Par définition, une maladie rare touche moins d'une personne sur 2000. Mais ils sont plusieurs milliers de parents et de proches à être affectés par l'une ou l'autre de ces maladies orphelines en Valais. Syndrome de Noonan, délétion 9P, syndrome Cornelia de Lange, ostéogenèse imparfaite.
Pour se sentir moins seuls, les parents de Samuel ont rejoint une association de patients et de proches, ProRaris. Ce soir, Pablo assiste à un café-rencontre organisé par Christine de Calbermaten. Elle a elle-même une fille atteinte d'une maladie rare et elle a réalisé un travail de mémoire sur la situation des familles touchées par cette problématique en Valais. Elle profite de la rencontre pour présenter son travail. Et à l'heure actuelle, on connaît entre 7000 et 8000 maladies rares, ce qui est absolument énorme. Et chaque semaine dans le monde, on découvre 5 nouvelles maladies rares. Donc là, ça coince très clairement. Au cours de son travail, Christine de Calbermaten a rencontré 11 familles. Elle a pu se rendre compte des besoins et des attentes des personnes concernées. C'est vrai que j'ai encore pas rencontré des personnes ils ont annoncé pendant la grossesse en disant « je veux garder l'enfant ». J'ai le regard des personnes qui me disent souvent ah mais pourquoi t'as pas avorté ? Et c'est vrai, j'aurais bien rencontré des couples en disant c'est de dire comment elles ont vécu ça. Parce que c'est vrai qu'après par contre je vis quelque chose d'extraordinaire, on regrette absolument pas, mais c'est quand même, je trouve que c'est encore plus culpabilisant et c'est comme quand on demande de l'aide, comme tu dis en disant mais pourquoi tu veux de l'aide, c'est toi qui as voulu cet enfant. Mais je pense d'avoir quelqu'un qui encadre justement ces familles qui apprennent ou après ou avant, je trouve que c'est très important parce que c'est vrai que je trouve qu'on est seul et puis qu'on a l'impression d'être... Bon, nous on était encore à Berne, ils parlaient pas trop, ils parlaient français, mais c'est vrai qu'on avait... C'est difficile, je trouve, de pouvoir dire, de rencontrer des familles qui ont la même chose que nous. Dans certains pays, c'est en Belgique notamment, ils vont un gynéco, un obstétricien et un parent d'enfants concernés par la maladie rencontrer la personne à qui on vient d'annoncer qu'il porte un enfant qui a cette maladie-là, pour pouvoir échanger, discuter, essayer de comprendre ce que ça peut représenter pour les aider à faire leur choix en toute connaissance de cause. Nous retrouvons Christine de Calbermaten chez elle. Sa fille Julie a aujourd'hui 15 ans. Ensemble, ils ont vécu un véritable parcours du combattant depuis qu'ils ont appris que Julie souffrait d'une maladie rare. Ça s'est très mal passé, l'annonce du diagnostic. On avait reçu un courrier nous convoquant à Genève, au HUG, chez le généticien, avec qui on avait eu un très très bon contact. Et en fait, Julie était malade et puis on a dû aller chez le pédiatre quelques jours avant le rendez-vous, en début de semaine. On avait un rendez-vous le vendredi. Et puis sur le pas de la porte, au moment de partir de chez le pédiatre, je lui dis « Ah, au fait, on a reçu une lettre des HUG. Vous devez certainement le savoir, vous avez certainement reçu une copie et en plus vous devez déjà certainement savoir ce qu'elle a. Alors ne nous laissez pas comme ça attendre jusqu'à vendredi, dites-nous déjà quel est le problème. » Et je me souviens encore, le pédiatre, il était mal à l'aise, il passait d'un pied sur l'autre, il était vraiment, mais il me gênait, il me regardait pas tout dans les yeux et tout. Puis moi j'avais Julie dans les bras et puis il finit par me dire ce que c'est, tétrasomie X. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis il me dit, j'ai jamais entendu, puis moi non plus, donc ni l'un ni l'autre, on ne savait ce que c'était. Et puis arrivé à la maison, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller sur Internet. Et la première définition que j'ai lue, c'était débilité mentale profonde, donc autant dire que c'était le ciel qui m'est tombé sur la tête, mon mari n'était pas là. Je pleurais comme une madeleine et Julie dans mes bras qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et, enfin vraiment, c'était juste épouvantable. On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Le moment de l'annonce du diagnostic, oui, on sait que c'est un moment qui pose beaucoup de problèmes parce que ça n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Je me souviens d'une maman à qui on avait dit « Votre enfant ne marchera jamais ». Alors quand on ramasse ça en pleine figure, c'est assez difficile à encaisser. Donc le jour où son enfant s'est mis debout, elle a ressenti ça vraiment comme un doigt d'honneur au médecin qui lui avait annoncé ce pronostic absolument catastrophique. Et en fait, on sait très bien que si l'annonce est bien faite, ça aide les parents à reconstruire un projet de vie pour la suite. Michael a aussi une maladie rare, une homocystinurie. C'est une maladie génétique qui provoque la carence d'une enzyme. Cette carence fait augmenter le taux d'homocystine dans le corps avec une répercussion sur les yeux, le développement de l'enfant, les os et le système cardiovasculaire. En clair, Michael ne peut pas manger de protéines. Mais pendant 4 ans, tous les médecins sont passés à côté de ce diagnostic. Comme il mangeait normalement, il accumulait justement cette homocystine qui produisait des dégâts dans le cerveau,
Donc là, il avait des troubles visuels, il avait un retard dans le développement en fait, en général. Alors c'est vrai que dans son retard de développement, il s'est concentré sur certaines choses, puis il y en a d'autres qu'il a complètement laissées de côté. Et c'est ce qui a été un peu difficile, c'est que les médecins, quand ils ne savaient pas, ils posent des diagnostics comme ça un peu à la va-vite. Et puis pendant longtemps, quand ils ne savaient pas, les médecins ils ont dit mais il a des troubles psycho-affectifs, c'est un enfant autiste, parce qu'en fait il a laissé toujours le langage de côté. Avec un diagnostic erroné, Michael a été pris en charge par des logopédistes, des ergothérapeutes. Il a été placé dans une classe spécialisée. Malgré cette bonne prise en charge, le diagnostic ne correspondait pas à tous les symptômes de Michael. Sur la vue, la doctoresse qui le suivait, elle n'a pas du tout été attentive. Elle avait tous les rapports du CHUV et puis elle disait toujours c'est à eux de me donner les rapports, mais elle, ça ne lui a pas fait tilt. Et voilà, elle lui a fait porter des lunettes pas adaptées pendant 3 ans. Et quand on a une fois voulu avoir un autre avis d'un autre ophtalmologue, le nouveau, il nous a tout de suite aiguillés en nous disant que par rapport à une luxation du cristallin, il y a 5 ou 6 maladies métaboliques et qu'il faudrait chercher dans ce sens-là. Et on a tout de suite trouvé après. Vous avez perdu 3 ans avec... 3 ans, ouais. Là, je peux carrément dire on a perdu 3 ans. La vue, je vois pas comme ça, je vois plutôt comme une sorte de jumelle, si vous voulez. C'est pas une... Donc je vois pas forcément ce qu'il y a de côté, donc moi je vois plutôt... La vision centrale. Voilà, vision centrale. C'est bon? T'as préparé? C'est tout bon. Le linge pour la douche après aussi? Ah non, je vais pas préparer ça. À partir du moment où un nom est mis sur la maladie de Michael, la prise en charge change complètement. Ses parents doivent aller cogner à d'autres portes. Ils rencontrent des spécialistes des maladies métaboliques au CHUV et un traitement est mis en place. Michael doit suivre une diète stricte, sans protéines, avec des compléments alimentaires. Il y a encore plus de produits, mais je vais vous montrer quelques-uns. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, expliquez-moi. Alors, commence peut-être par celui-là, ouais. Alors ça, c'est du HOM3, que je dois prendre 3 fois par jour. Ou c'est justement pour remplacer ce que je ne peux pas manger, par exemple, les protéines, justement. Là, en fait, il y a tous les acides aminés, sauf celui que lui ne métabolise pas, c'est la méthionine. Puis ça, c'est pas donné. C'est 500 francs, le petit paquet. Là. Le paquet, là, c'est 500 francs. Et puis, justement, ça va aussi avec ces 3 boîtes. Et si vous ne prenez pas ces produits-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, risque de thrombose, problème cardiaque, et puis encore... Ostéoporose. Ostéoporose, oui. Puis le cerveau aussi. Oui, le cerveau. Non, c'est surtout les risques de thrombose qui peuvent lui être fatales. Donc c'est indispensable? Oui. Oui, indispensable. Depuis l'instauration de ce régime, la vie de Michael s'est stabilisée et il va bien. Mais Michael a 21 ans et depuis une année, il est passé du régime de l'assurance invalidité à celui des caisses maladie. Et pour l'instant, l'assureur refuse de rembourser la moitié des frais liés aux compléments alimentaires. Pour nous, c'est à peu près 50 000 francs par année. De médicaments et de compléments alimentaires. De compléments alimentaires. Celui-là, il est assez cher. Là, c'est un des plus chers qu'on a. Il est dans les environ 1000... Il est 700 €. 700 € le flacon, là? Oui, ça fait environ 1000 francs le paquet. Ça nous fait un petit mois. Alors c'est vrai que là, c'est un petit peu dur parce que... Vous avez dû débourser de votre poche? Oui, de toute façon, là, pour l'instant, ouais. Un traitement, on ne va pas l'arrêter, hein, j'entends... Quand on voit comment il va bien, moi j'entends... Voilà, je n'ai pas envie qu'il y ait de catastrophe, donc le traitement, on le poursuit. On se dit, pour le payer, travaillons un petit peu plus, on travaille un petit peu plus pour payer, et puis après, c'est quand même le reste de la famille qui en pâtit, ça ne suit plus à la maison, enfin, c'est pas facile. La famille a pour l'instant fait appel à un service juridique. Des situations de ce genre, la doctoresse Louisa Bonafé en rencontre des tonnes. Elle se bat sans arrêt pour défendre les intérêts des patients atteints de maladies rares pour lesquels il existe souvent des traitements symptomatiques. Ces traitements sont souvent
encore au niveau expérimental ou sort juste des phases expérimentales et ils sont souvent très chers parce qu'ils sont développés pour des maladies orphelines rares, donc qui ont peu de marché. Donc les industries les produisent mais avec des prix très, très élevés et ils sont des traitements non reconnus en Suisse de manière automatique. Donc pour nous les médecins, c'est une bataille qui commence à chaque fois qu'on diagnostique une maladie métabolique vers les assureurs pour démontrer que l'enfant peut bénéficier de ce traitement et expliquer que sans ce traitement, l'enfant aura des séquelles importantes, voire aussi le décès. C'est votre rôle de faire ça? Je ne sais pas, il n'y a personne d'autre qui le fait, donc nous passons environ la moitié de notre temps à faire des démarches administratives vers les assurances. Louisa Bonafé dirige l'un des seuls centres de médecine hautement spécialisés dédiés aux maladies rares du métabolisme et des maladies osseuses. Environ 350 patients consultent ici. Ils viennent chercher un diagnostic, un traitement personnalisé ou un conseil génétique. Nous sommes au laboratoire de recherche qui est aussi dédié aux maladies rares. Ici, les chercheurs ont mis en culture des mini-cerveaux à partir de cellules de rats. Les enfants qui ont des maladies du métabolisme, étant donné qu'ils ont un enzyme métabolique qui ne marche pas, ils ont l'accumulation de substances toxiques. Souvent, cette substance, elle ne fait rien en périphérie, mais elle est toxique dans le cerveau. Donc, nous allons voir exactement ce composé qui est élevé dans le sang des patients, qu'est-ce qu'il fait sur les cellules cérébrales. La professeure Bonafé et le Centre des maladies moléculaires ont permis à Samuel et sa famille de remonter la pente suite au diagnostic. En septembre, ça c'était la pire période. Il était au plus bas, c'est qu'il ne marchait plus. Pour se déplacer, il se roulait. Donc il n'avait même plus de force. Au niveau de son état général, il était apathique. Donc là, comme vous avez pu voir, Samuel, ça me fait plein d'énergie. Il sourit tout le temps, il veut communiquer. Puis là, en septembre, il n'y avait plus rien, quoi. Vraiment, il était complètement apathique. Et puis, il était au plus mal, il était sourd. Là, il était sourd complètement. Et puis, il voyait vraiment très peu. Et puis, depuis le mois de septembre, ils ont pu donner un traitement de vitamines. Puis là, c'est un truc de fou. C'est simplement des petites vitamines B2, Q10, vitamine C. Donc, c'est quasiment rien du tout. Mais ça change tout. Depuis là, il est debout. Vous pouvez voir. Ouais, va là-bas. Hey, va là-bas. Viens. Non, il n'y a plus. C'est fini. Hey, papa, maman, ils parlent. Le CHUV, ils ont pris contact avec un docteur à l'étranger qui avait fait des études, mais sur des patients adultes. Et ce docteur, il a dit au CHUV, enfin la doctoresse Bonafé, il lui a dit « Donnez de la vitamine B2, c'est pas prouvé scientifiquement, mais moi j'ai pu voir que sur mes patients, ça avait vraiment de l'effet. » Et puis on a tenté le coup, on a donné la vitamine B2, 3 semaines après, il était debout le gamin. Attention, on s'enlève du tapis. Jessica, tu prends le duvet. Il fait 2 fois par semaine de la physiothérapie, 2 fois par semaine de la logothérapie. 1 fois par semaine, il a une dame du service itinérant éducatif qui vient pour stimuler sa vision. Il fait 1 fois par semaine d'hypothérapie. Et puis c'est tout. À la piscine. Ah, puis il fait de la piscine autrement avec nous. Mais vous avez dû vous restructurer, vous? Ah, complètement. Ouais. Nous, on a changé de vie. Hein. Ça veut dire que Samuel, c'est un travail à 100%. Donc mon épouse, elle travaille vraiment quelques heures par semaine pour pouvoir l'amener dans les différentes thérapies qu'il a à suivre. Et puis moi, je travaille, je suis baissé un petit peu pour être plus présent aussi, pour ne pas donner toute la charge à Jessica. Vas-y. Jessica et Pablo ont dû restructurer leur vie, devenir des thérapeutes. Ils sont soutenus par l'association Enfants et maladies orphelines qui offre à la famille la thérapie First Step. La maladie de Samuel a été reconnue à l'AI. Il a pu bénéficier d'un implant cochléaire pour améliorer son audition. La famille est aussi soutenue par le service éducatif itinérant, la Fondation Emera, la Croix-Rouge. ProRaris via Christine de Calbermaten les a aussi aidés à coordonner leur nouvelle vie, à se tourner vers les bonnes personnes. C'est quoi comme paperasse?
C'est tout ce qui concerne l'assurance maladie ou alors l'assurance invalidité. Il faut à chaque fois bien regarder ce qui relève de l'assurance invalidité, ce qui relève de la caisse maladie plutôt. Et puis à certains âges, ce n'est plus l'AI qui intervient mais la caisse maladie. Et puis c'est pas toujours très simple parce que ni les uns ni les autres ne connaissent très bien les maladies rares. Et du coup, il faut leur expliquer par courrier 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois comment ça fonctionne et quelles sont les prestations qu'ils sont censés nous accorder. En principe, c'est eux qui devraient le savoir, mais souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, c'est nous qui devons leur expliquer. Au niveau de l'AI, qu'est-ce qui est compliqué ? Alors, la première chose, c'est déjà de faire reconnaître la maladie rare comme étant une infirmité congénitale. Et pour qu'elle soit reconnue et prise en charge par l'assurance invalidité, il faut que la maladie en elle-même figure dans la liste qui est annexée à l'ordonnance sur les infirmités congénitales. Mais cette liste est très ancienne, c'est en plus une liste exhaustive, donc positive, et si la maladie n'y figure pas, elle ne sera pas prise en charge par l'assurance invalidité. Pour faire reconnaître leurs droits, les parents doivent alors passer par la justice. Nous, comme parents, comme patients, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas toujours le temps, l'envie, l'énergie d'engager des procédures. Si on veut recourir contre les décisions, c'est devenu payant. Depuis 2006, il faut déposer entre 200 et 1000 francs pour faire un recours auprès du tribunal cantonal des assurances, par exemple pour l'assurance invalidité. Et puis, dans tous ces recours, après, si on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut engager un avocat, sans garantie qu'on l'emporte. Combien de fois, vous avez dû faire des démarches juridiques ? On est allé 5 fois en procédure contre l'assurance invalidité. Vous avez gagné ? Presque toujours. Mais ce qui était très satisfaisant, c'était qu'au sein même de l'AI, ils nous ont dit que le fait que nous ayons fait ces recours, ça contribuait à changer leur pratique. Donc ça valait la peine pour tous les suivants. Une caractéristique aussi essentielle, c'est le manque d'informations à tous les niveaux. Les médecins à qui les patients s'adressent ne connaissent pas ces maladies. Les patients eux-mêmes ont beaucoup de peine à trouver des informations sur la maladie qui les concerne. Les assurances sociales ne connaissent pas ces maladies. Donc, du moment qu'ils ne les connaissent pas, elles n'existent pas, c'est bien connu. Christine de Kelbermatten a pris son bâton de pèlerin et a demandé à rencontrer les autorités cantonales et l'hôpital du Valais dans le but de mettre sur pied un projet pilote d'accompagnement pour aider les familles à se retrouver dans toutes les démarches et les difficultés. Elle présente cette idée devant un parterre de professionnels de la santé et d'associations de patients dans le cadre d'un forum de l'hôpital du Valais sur les maladies rares. 2 autres conférenciers participent au forum, un généticien et un professeur en droit de la santé. Tous 2 soulèvent les mêmes problèmes, la complexité des situations, la complexité du diagnostic, le manque de connaissances au sujet des maladies rares. Actuellement, si on est excellent, très très bon et qu'on a tous les outils, qu'on trouve l'origine d'un problème potentiellement génétique dans 30 à 40% des cas, donc c'est pas étonnant de ne pas trouver. On va vers le mieux puisqu'on va être capable maintenant de lire beaucoup de gènes à la fois, ça va nous simplifier aussi la vie, mais moi je vais à des réunions en Suisse, à l'étranger, où il y a les meilleurs spécialistes de l'Europe qui se réunissent, et chacun vient avec des histoires pas claires, puis personne n'a jamais vu ça, les gens secouent la tête en disant non, c'est pas... Puis des fois, 4 à la fois disent « Ah, mais c'est la maladie Intel, et moi je n'avais pas pensé à ça ». Et comme tous les généticiens, Armand Botany se bat contre les caisses maladies pour faire reconnaître des analyses et des traitements, pour que les familles ne soient pas prises en otage dans ce système qui n'est pas adapté aux maladies rares. C'est compliqué parce que le système a été conçu en Suisse pour les maladies ordinaires, je dirais, qui frappent un nombre important de personnes. Et il n'a pas été construit en prenant en compte les besoins spécifiques des personnes atteintes de maladies rares, le fait qu'elles sont quelques-unes seulement en Suisse parfois à avoir la même maladie, donc elles ont besoin de traitements très très spécifiques. Et puis aussi, il y a un déficit souvent dans les connaissances de la part, par exemple, des caisses maladies ou des médecins conseils des caisses maladies, qui ne rendent pas, par conséquent, des décisions qui sont véritablement justifiées du point de vue médical. Aujourd'hui, ProRaris continue son combat. Christine de Kelbermatten se bat pour sa fille Julie et pour tous ceux qui suivent.
Julie va aujourd'hui en classe d'adaptation, elle suit des cours de cuisine et elle a terminé sa première année du cycle. Elle adore le dessin, le bricolage et les ordinateurs, elle est créative et elle aimerait plus tard travailler dans le domaine de la petite enfance. Michael, lui, travaille à la coop. Pour lui, le travail est important et gratifiant. Il aime le contact avec la clientèle et le côté utile de son travail. Il est encadré par un éducateur et chapeauté par l'atelier protégé de Lavigny. Il est autonome, peut se déplacer et se faire à manger seul. Samuel est bien entouré, son petit frère Adam l'aide aussi dans sa thérapie. Ses parents essaient de voir tout ce qu'il fait de positif et de merveilleux et ils vont de l'avant. Non, faut pas taper. Non, tape pas, non, tape pas. Un concept national maladies rares est en phase d'élaboration. Ce concept sera présenté au Conseil fédéral d'ici la fin de l'été. Il permettra peut-être de recenser les difficultés, les besoins des patients, d'encourager la recherche scientifique, de créer des centres dédiés aux maladies rares. Beaucoup de patients, de proches et d'associations souhaitent que ce concept débouche à terme sur une meilleure prise en charge et une meilleure reconnaissance. En terminant, il me reste à vous diriger vers un site internet, celui d'orphanet.ch. Il s'agit d'un portail d'information qui propose un inventaire des maladies rares et des médicaments orphelins. Une assistance téléphonique vous est proposée ainsi que des publications médicales, une newsletter et des informations générales. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre fidèle attention et à tout bientôt. Bonne soirée.